Bienvenue sur Gabon 24, c'est votre grande édition d'information. Au menu au Gabon, c'est aujourd'hui que le coup d'envoi de la saison cycliste internationale a été donné. La première étape, la 13e édition de la Tropicale Amissa Bongo Congo Lambaréné était longue de 146 km. Au Libéria, le parti au pouvoir a annoncé hier l'exclusion de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Il lui reproche de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président. Un reportage à suivre dans ce journal. Et puis aux Émirats Arabes Unis, nous irons à Abu Dhabi et on parlera de l'ouverture du sommet mondial des énergies futures. Si vous nous rejoignez, bonsoir à tous et merci de regarder Gabon 24. La 13e édition de la Tropicale Amissa Bongo a été lancée ce matin dans la province de l'Estuaire, plus précisément dans la ville de Congo, à 120 km de Libreville. Cette première étape a vu la victoire de Cartezen Lucas. L'arrivée finale est prévue dimanche prochain, 21 janvier, à Libreville. Mirandongué et Joël Tatou. À l'annonce du départ, petits et grands se préparent pour la plus belle course du Gabon portée par la foule. Les coureurs sont au rendez-vous. Pour les amateurs, les objectifs sont les mêmes. Pour l'équipe du Gabon, l'objectif est bien de finir la course. Nos objectifs de cette tropicale cette année, c'est de bien terminer la course sans chute, sans abandonner et puis essayer de voir, mais si on peut faire un bon classement, vu l'état de notre forme, mais je pense que ça ira, mais pas vraiment. Avec un rythme soutenu par les coureurs professionnels, pour cette première étape, les populations gabonaises veulent au moins une victoire. Durant cette tropicale, j'attends de l'équipe du Gabon une victoire et pour pouvoir bien débuter l'année 2018. Nous attendons l'équipe cycliste du Gabon de montrer non pas seulement la présence du pays parce que la tropicale se passe au niveau de Congo. Alors nous voulons que l'équipe nationale soit devant pour mériter au moins cette compétition qui va se dérouler ici à Congo, à Lambaréné. La Tropicale Amissa Bongo édition 2018 a fait apparaître une nouvelle culture sportive car il est impossible aujourd'hui d'imaginer l'année sportive nationale sans cette course qui d'année en année prend de l'ampleur au Gabon. L'actualité ce lundi, c'est également l'inauguration par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, du guichet des opérateurs nationaux et internationaux de l'Agence nationale de la promotion des investissements. Ismaël Obiangzi pour les détails. Situé au cœur de ce qu'il convient d'appeler le centre des affaires de Libreville, la nouvelle plateforme pour investisseurs locaux et internationaux affiche déjà ses ambitions. L'ANPI, inauguré ce lundi par le chef de l'État, entend se caractériser par l'exigence de probité morale et de transparence avec une raison d'être au service des usagers notamment. Notre raison d'être est de promouvoir la diversification des investissements pour la croissance inclusive du Gabon. Notre vision est celle d'une agence innovante, partenaire de l'investissement et du business. Que d'ambition pour cette administration moderne. Elle a du grand à moudre et les attentes placées en elle sont aussi importantes les unes que les autres si l'on en croit la tutelle. Je souhaite relever la nécessité pour chaque administration de prendre en compte l'efficacité de ce guichet qui ne doit pas être analysé en une simple boîte aux lettres. Il s'agit d'un véritable outil, un véritable service public efficient et compétent. L'Agence nationale de promotion des investissements porte un pont de la politique de l'exécutif dans sa quête de diversification de l'économie nationale. Il s'agira pour elle aussi de créer plus de richesses et plus d'emplois. Le défi est d'attirer plus d'investisseurs au Gabon. Nous avons un effort important de promotion à faire pour faire plus connaître le pays et plus accompagner les différents investisseurs qui viennent. Donc c'est un bel outil, mais il faut aller encore plus loin. Le guichet de l'investissement de l'ANPI a connu un accouchement difficile mais rendu possible grâce à une action de synergie d'une vingtaine d'administrations. Une centaine d'agents y exercent pour aider les clients à créer leur entreprise en 24 heures. Le leader de l'opposition gabonaise n'aurait pas dû partir. Jean Ping a été empêché samedi de prendre un vol pour la France à l'issue d'une procédure judiciaire. Cette décision du premier juge d'instruction du tribunal de Libreville vise à garantir la présence du concerné devant les juges pour une affaire dont il a été régulièrement cité. Kenyon Ngori pour les détails dans ce reportage. L'ancien candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2016 au Gabon, nouveau leader de l'opposition gabonaise, Jean Ping ne peut pour l'heure quitter le territoire gabonais.
En effet, selon le premier juge d'instruction du tribunal de Libreville, Jean Ping a été abondamment cité par le secrétaire général adjoint du Rassemblement, Héritage et Modernité. Pascal Oyougou, inculpé à ce jour, est placé en détention préventive à la prison centrale de Libreville. Ce dernier a été incarcéré le 12 septembre 2017 pour délit d'attroupement non armé ayant troublé la tranquillité publique, complot contre l'autorité de l'État, instigation aux actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à provoquer des troubles ou manifestations contre l'autorité de l'État. Jean Ping envisageait quitter le pays et son interdiction intervient alors que l'ancien candidat à la présidentielle ne s'est jamais présenté devant la justice malgré les nombreuses convocations de celle-ci. L'affaire dite Cafard et l'affaire Abaminko, une attitude qui pourrait être qualifiée de défiance. Par anticipation aux absences répétées de l'homme, le juge d'instruction a choisi de retenir le concerné sur le territoire pour l'amener à répondre à cette convocation attendue pour le 17 janvier 2018. Ce n'est donc pas la première fois qu'il est cité et devra faire face à la justice pour la manifestation de la vérité, a estimé le juge en charge de ce dossier. Jean Ping doit être entendu sur procès verbal. Par ailleurs, son interdiction de sortir du pays intervient dans un cadre strictement judiciaire et permettrait d'établir la vérité sur les chefs d'accusation dont Pascal Oyougou fait l'objet. Et justement, sur ce sujet, Francis Nkeya, ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits humains, a fait une déclaration aujourd'hui pour mettre la lumière sur cette interdiction de sortir du territoire national qui frappe Jean Ping. Interdiction de sortie du territoire national qui frappe actuellement le candidat à la présidentielle de 2016, Jean Ping, est une mesure conservatoire. Le ministre d'État de la Justice, Francis Nkeya, est revenu sur la question face aux journalistes. C'est une affaire qui n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est une affaire purement judiciaire. Un juge, dans le cadre de la recherche de la vérité dans un dossier, a parfaitement le droit de convoquer un citoyen pour l'entendre à titre de simple renseignement. Après avoir été entendu comme témoin par le juge d'instruction du tribunal de Libreville, Jean Ping pourra de nouveau jouir de tous ses droits, a assuré Francis Nkeya. En revanche, la question qu'on pourrait se poser est celle de savoir est-ce que ce juge a la possibilité de prendre des mesures conservatoires. Là aussi, le code de procédure pénale répond par l'affirmative. Le juge a la possibilité, dans le cadre de cette mission-là, de prendre des mesures conservatoires. C'est-à-dire, il peut demander une interdiction de sortie, notamment quand il sent que la cause est urgente et qu'il faut le plus rapidement entendre la personne. Le juge peut prescrire des mesures conservatoires. Mais ça ne voudrait pas dire qu'à travers ces mesures conservatoires-là, il y a des charges contre la personne. Selon le tribunal de Libreville, Jean Ping, cité par Pascal Oyougou, SG du Rassemblement Héritage et Modernité, transfuge du parti au pouvoir, incarcéré depuis 3 mois pour complot contre l'autorité de l'État et atteinte à la sécurité publique en lien avec les contestations des résultats de la présidentielle de 2016. Les perquisitions faites à son domicile avaient révélé un plan de déstabilisation du pays, mais les partisans de Jean Ping crient au complot. Une presse responsable dans ses dires et ses écrits pour que vive la cohésion nationale, c'est le souhait d'Ali Bongo Ondimba pour la presse gabonaise en cette année 2018. Lariska Laure Mamangui revient sur la cérémonie des vœux aux hommes de médias par le chef de l'État. 2018, une année que les plus hautes autorités, en tête desquelles Ali Bongo Ondimba, président de la République, entend inscrire dans une dynamique de cohésion nationale empreinte de solidarité, d'actions concrètes pour le bien du peuple gabonais. Mais comment y arriver lorsque plusieurs fils et filles du Gabon, dans un langage injurieux, un discours de haine et de division? Une question à laquelle se pose le chef de l'État qui constate avec amertume le rôle que jouent certaines presses dans la vulgarisation de ces messages. Si la démocratie est bien vivante dans notre pays, eh bien elle existe, la liberté d'expression est bien vivante, il faut bien dire qu'elle n'est pas toujours utilisée comme elle se devrait. Regardez la presse écrite. Combien d'invendus? À force de caricaturer, à force de mensonges, à force d'injures, il y a un moment, le public se lasse. Car ce n'est pas de l'information que certains d'entre vous font. J'en appelle à votre conscience. Et la conscience de chacun fait en sorte qu'on analyse ce que l'on va dire, ce que l'on va écrire,
et on s'auto-censure, c'est vous-même qui devez mesurer le poids de vos écrits, l'impact de vos paroles. Bien que le nouveau code de la communication peine à trouver l'assentiment de tous, les autorités estiment que loin de là l'idée de museler la presse, mais plutôt de mieux encadrer le métier qui connaît des mutations, avec notamment l'arrivée des médias en ligne. Incongruité ou incompréhension du nouveau code de la communication pour le numéro 1 gabonais, là n'est pas la question, car à la base, il faudrait selon lui revenir aux fondamentaux. Le devoir de donner l'information juste dans le respect de la dignité et l'intégrité de tous. Démarrée depuis le 4 janvier dernier, la grève des agents du Conseil gabonais des chargeurs est désormais levée. C'est au cours d'une réunion de travail aujourd'hui au siège de cette entité que les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Au plus tard, cette fin du mois de janvier, les agents grévistes rentreront en possession de leur salaire. Un reportage de Lardin Gemambar. Les agents du Conseil gabonais des chargeurs entreront en possession de leur dû dès cette fin du mois de janvier. C'est ce qui ressort du conclave de ce lundi entre la direction générale et la centrale syndicale du CGC. Au cours de cette réunion, nous avons trouvé des points d'accord, de conciliation, notamment par rapport au paiement des salaires. Tous les salaires seront payés au cours du mois de janvier, avant la fin du mois de janvier, au plus tard. Nous avons quelques difficultés et les agents le savent. Et depuis 2 ans, ils sont conscients de ces difficultés. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais déclenché un moment de grève. Et là, nous venons de conclure que les salaires seront payés. On fera des efforts en interne pour que les salaires soient payés à échéance. Après un peu plus de 8 jours de grève, cette réunion de conciliation avait pour but d'amener les deux parties à dialoguer afin de trouver des solutions aux problèmes posés par la Sinatra. Nous avons déjà terminé les travaux. Tout le monde est satisfait parce que la tension qu'il y avait depuis plus de 8 jours n'était pas celle qu'il fallait laisser perdurer ce mal-là. La Conseil, une fois saisie, a demandé l'avis de la direction générale qui a aussitôt accepté de venir aux négociations et chez nous dans le cadre de grève. Dès lors que la négociation est acceptée par la direction, la grève cesse ou elle est suspendue. Au sortir de cette réunion, le mouvement de grève sera effectivement levé. À l'origine de cette grève, les salaires impayés des mois de novembre et décembre. Sur les 200 agents du Conseil gabonais des chargeurs concernés, seuls 40 ont pu percevoir leur salaire. Les autres devront attendre la prochaine fin du mois. Ce journal se poursuit avec l'actualité hors du Gabon. Manifestation à Niamey au Niger, environ 1500 personnes selon les autorités et plusieurs milliers selon les organisateurs. Un point commun à tous, ils ne sont pas d'accord avec la nouvelle loi de finances. Sveltana Maganga pour plus de précisions. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Niamey et dans d'autres villes du pays contre la loi de finances 2018 qu'elle juge antisociale. Les manifestants qui répondaient à l'appel d'une coalition d'organisations de la société civile ont défilé en scandant « à bas les députés, à bas les lois de finances et à bas le gouvernement ». Nous sommes sortis ce matin juste pour décrier cette loi de finances que nous considérons une loi antisociale parce que cette loi comporte des mesures qui ne cadrent pas avec les aspirations du peuple. Cette loi a des mesures que nous devrons décrier et nous avons sensibilisé effectivement les populations et les États. Et comme la loi nous confère de sortir et manifester et nous sommes là pour manifester contre cette loi. Les protestataires, dont de nombreux jeunes et femmes, ont tenu un meeting devant le Parlement qui a voté cette loi à une écrasante majorité fin novembre 2017. Comment comprendre que l'État du Niger puisse abandonner 30 milliards de recettes au profit des compagnies de téléphonie pour pouvoir aller chercher 14 milliards avec les citoyens nigériens? À l'appel de l'opposition, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté le 31 décembre contre le budget 2018. Fin octobre, une manifestation contre la même loi de finances avait dégénéré en émeute. 23 policiers avaient été blessés, un commissariat incendié et 14 véhicules détruits, dont 10 de la police. Dans les grands titres de l'actualité, je vous le disais, l'ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf est exclue de son parti pour violation de la Constitution. Les précisions avec Chimène Sandra Senghone.
Au Libéria, la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, a été exclue du Parti de l'Unité avec 4 autres membres. Une décision qui fait suite aux rumeurs de soutien de la présidente à George Weah, l'opposant de Joseph Boakai, vice-président de Johnson Sirleaf et candidat malheureux du parti à la présidentielle. Le Parti de l'Unité, fondé en 1984, a déclaré dans un communiqué publié ce dimanche qu'Ellen Johnson Sirleaf, qui dirige le Libéria depuis 12 ans, avait encouragé les Libériens à voter pour l'ancien Ballon d'Or, George Weah, au lieu du vice-président Joseph Boakai. Co-lauréat du prix Nobel de la paix en 2011 pour sa contribution à la paix, au développement socio-économique et à la reconnaissance de la place de la femme. La première présidente élue démocratiquement en Afrique en 2005, 79 ans, n'a pas réagi aux déclarations relatives à son expulsion. Un porte-parole du parti parlant sous le sceau de l'anonymat l'a accusé d'avoir délibérément violé son éthique et sa constitution en menant ouvertement une campagne contre Boakai qui a été battu par Weah. Au Venezuela, le gouvernement et l'opposition affirment s'être mis d'accord sur une grande majorité de points. C'était samedi lors des pourparlers qui ont eu lieu à Saint-Domingue sur la résolution de la crise dans le pays avant l'élection présidentielle de cette année. Les discussions se poursuivront jeudi. Les négociations vont bon train entre le gouvernement et l'opposition au Venezuela. Jusqu'ici, pas d'accord signé, mais plutôt des avancées significatives selon les deux parties. Nous restons à la table des négociations. Nous nous sommes mis d'accord sur la grande majorité des points. Et le 18 janvier, nous espérons être ici pour signer définitivement l'accord qui conduira à un avenir de coexistence dans la paix pour tous. Nous demandons de la confiance, car les choses ont été lentes parce que nous avons des positions très fermes sur nos convictions, nos idéaux, nos valeurs, et le pays peut être sûr que nous ne pourrons jamais nous mettre d'accord sur quoi que ce soit qui puisse aller à l'encontre des avantages, des progrès, de la liberté et des espoirs et attentes de population du Venezuela. Ces négociations sont intervenues en réponse aux protestations issues de la crise politique et socio-économique que traverse le Venezuela, un pays dont l'économie repose pratiquement sur l'exploitation et l'exportation du pétrole. Puis dans l'actualité également, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, réitère son soutien à la paix en Colombie lors d'une visite dans le pays sud-américain, au cours de laquelle le président Juan Manuel Santos a également exprimé à Guterres son inquiétude au sujet de la crise vénézuélienne. L'armée colombienne a accusé dimanche la guérilla LN d'avoir attaqué à l'explosif un hélicoduc entre la Colombie et l'Équateur, entraînant la suspension des activités de pompage. Cette explosion, qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, s'est produite alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se trouvait dans le pays pour apporter son soutien au processus de paix en cours, tout en regrettant les séries d'événements. J'encourage la fin des actions armées et la reprise d'un dialogue sérieux et constructif en vue de combler au plus vite les attentes générées par l'engagement des parties à trouver une solution à leur conflit de manière politique. J'exprime ma profonde inquiétude suite aux événements violents des derniers jours et la possible escalade des affrontements néfastes au processus politique et à la situation des communautés dans les zones touchées par le conflit. Antonio Guterres, en visite de 2 jours en Colombie, s'est entretenu avec le président Juan Manuel Santos, à qui il a réitéré l'appui de l'ONU à ses efforts pour mettre fin au dernier conflit armé en Amérique latine. Les deux parties avaient entamé des pourparlers en vue de prolongation de la trêve qui était en vigueur depuis le 1er octobre. Autre grand titre de l'actualité, la 11e édition du Sommet mondial des énergies futures s'est ouverte aujourd'hui à Abu Dhabi avec la participation de plusieurs pays, dont le Maroc. Reportage Gabriel Ratanga.
Réunissant tous les acteurs de l'eau, de l'environnement, du solaire et des énergies renouvelables de manière générale, la 11e édition du Sommet mondial des énergies futures s'est ouverte de ce lundi à Abu Dhabi. Cette rencontre annuelle de 4 jours, considérée comme l'événement le plus influent au monde, est dédiée à l'avancement de l'utilisation des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont devenues compétitives en termes de prix comparé à l'énergie conventionnelle. Et les deux travaillent maintenant ensemble dans une relation qui a tout son sens économique. Un congrès sur le financement des projets de l'énergie renouvelable, l'importance de l'efficacité énergétique et sur les infrastructures intelligentes, une exposition sur l'énergie solaire et un salon sur l'efficacité énergétique sont au menu de ce sommet. Today, we turn to this next generation. Aujourd'hui, nous nous tournons vers cette génération future. C'est leur énergie, leur imagination et leur passion qui garantira que l'on restera sur le chemin de la durabilité dans un monde en rapide évolution, où l'on innove plus rapidement que jamais dans l'histoire humaine. Plus de 600 entreprises de 32 pays et plus de 38 000 participants de 150 pays, ce qui en fait un lieu essentiel pour le réseautage et la recherche de nouvelles opportunités d'affaires. Aux côtés du sommet mondial de l'énergie de l'avenir et de la semaine d'Abu Dhabi pour la durabilité, se tiendra le 5e sommet mondial de l'eau qui examinera la durabilité de celle-ci au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il sera procédé également au lancement du premier salon international du traitement de déchets au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Avant de le rappeler, si vous nous rejoignez à présent, c'est le rappel des principaux titres qui ont constitué cette édition. Au Gabon, on l'a vu, c'est aujourd'hui que le coup d'envoi de la saison cycliste internationale a été donné. La première étape de la 13e édition de la Tropicale à Missa Bongo était longue de 146 km, Congo lent en Baréné. Et puis au Libéria, le parti au pouvoir a annoncé hier l'exclusion de la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf. Il lui reproche de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président. Et puis aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi précisément, nous avons parlé de l'ouverture du sommet mondial des énergies futures. Voilà pour l'essentiel de cette grande édition. C'était votre 20h qui se referme. Merci de l'avoir suivi, mais ne bougez pas. Dans quelques minutes, Paul Kessani, Armel Joé Mbongo viendront me rejoindre sur ce plateau. Nous parlons de l'actualité sportive du moment au Gabon, mais également de la seconde vie des sportifs de haut niveau.